quand il veut faire croire aux gens que la Russie attaque la France alors que c'est complètement faux et qu'il fait exactement le contraire. Soit, attends, laisse-moi finir s'il te plaît, soit il le fait en pleine conscience et c'est criminel, soit il y croit vraiment. Et c'est là qu'on peut poser la question de sa santé psychologique. Laurent Baffy a exprimé des regrets concernant certaines blagues qu'il a faites durant sa participation à l'émission Tout le monde en parle, animée par Thierry Ardisson. Il a notamment reconnu que certaines de ses remarques pouvaient être blessantes. C'est bon, c'est intéressant, Claude. C'est vraiment très très bien. Non, excusez-moi, parce que On n'est pas contre la main au cul, mais là on bosse. Vous voulez dégraisser un peu le mammouth, mais il n'y a rien à... il n'y a rien à dégraisser avec Ambo. Il a admis que ses interventions manquaient de finesse et qu'elles reflétaient une époque où l'humour à la télévision pouvait être plus sexiste. Il a également évoqué une blague maladroite faite à l'écrivaine Christine Angot, reconnaissant que certaines de ses vannes étaient inappropriées et qu'il les regrette aujourd'hui. Oui, oui. C'est vrai, vous avez des regrets? Ah ben plein. Quand je dis ça, Thierry déteste ça parce qu'il me dit qu'il ne faut jamais s'excuser. Moi, je pense qu'il faut s'excuser et on n'était pas très fin parfois. C'était une autre époque, on se permettait des choses. Notamment avec les femmes. Voilà, c'était le reflet d'une époque où on était plus sexiste et machiste et con. Bruno Guillon était l'invité de France Info et de Quotidien sur TMC, l'occasion de revenir sur ses projets, notamment le retour d'Interville, mais aussi l'arrivée annoncée de Cyril Hanouna sur Fun Radio, station où il anime la matinale depuis plusieurs saisons. On n'est pas complètement sur la même longueur d'onde. Voilà, on va finir cette saison et puis on verra bien. J'ai pas encore complètement le syndrome de Stockholm de tomber amoureux de la personne qui m'a craché dessus pendant 10 ans. Mais je travaille. Tout est parti d'une photo de groupe le 10 mars dernier. Hanouna assurait dans TPMP que Bruno Guillon aurait demandé à ne pas apparaître sur les photos promotionnelles de la rentrée à ses côtés. Dans Quotidien, Bruno a déclaré « Je ne vais pas tomber amoureux de la personne qui m'a craché dessus pendant 10 ans ». C'est marrant parce que cette polémique est partie d'une info qui n'a été dite nulle part. Je me souviens au début des compétitions de football qui parlaient des arbitres et qui disaient on a la même passion, on n'a pas le même maillot. Ce serait compliqué pour moi d'avoir le même maillot que quelqu'un mais pas la même passion. Après la publication de photos de la vie intime de Gisèle Pelicot dans Paris Match, jeudi 17 avril, elle annonce, par la voix de son avocat Stéphane Babonneau, envisager toutes les actions judiciaires destinées à protéger sa vie privée et celle de ses proches. L'hebdomadaire a publié plusieurs photographies où on la voit aux côtés d'un homme présenté comme son nouveau compagnon par le magazine. Le journal a publié plusieurs clichés volés de Gisèle Pelicot sur l'île de Ré, dans sa nouvelle vie, accompagnée par des caméras. Réaction de la présidente de MeToo Média. Une fois de plus, on ne respecte pas le consentement de cette femme. Paris Match récidive en violant sa vie privée, déplore Stéphane Babonneau. L'avocat rappelle qu'au moment du procès des viols de Mazan, l'hebdomadaire avait publié une photo de Gisèle Pelicot lors de son mariage avec son ex-mari, Dominique Pelicot, condamné fin 2024 à 20 ans de réclusion criminelle. Notre mère n'a pas demandé à faire la une. Ce que je demanderais simplement aux lecteurs de ce magazine, c'est de réagir avec mépris face à ce journal, en boycottant. Une des boussoles du procès de Mazan a été le non-consentement. Ça fait écho encore ce matin. Julien Courbet ne s'y attendait pas. Le mardi 15 avril, l'animateur a eu la surprise de se faire insulter par un auditeur dans son émission « Ça peut vous arriver », diffusée conjointement sur M6 et RTL. Une séquence inédite qui a beaucoup amusé le principal intéressé et ses chroniqueurs. Allô Yann, bonjour, je suis Julien Courbet, Yann. Nous sommes en direct, je dis bien en direct sur la radio RTL, Yann. Je suis avec donc... oui, bah pourquoi? Tu veux m'écouter? Le présentateur a commencé par une histoire étonnante. Le cas de Véronique, elle avait une locataire, celle-ci est décédée et personne ne lui dit. Elle le découvre par hasard, mais elle découvre surtout que d'autres se sont mis à sa place et ont bien caché le décès de la locataire. Elle explique que ce sont les fils de sa locataire qui habitent désormais l'appartement et que la somme des loyers impayés s'élève à près de 26 000 €. Véronique nous dit que la locataire est décédée et qu'elle l'a découvert par la banque plusieurs mois après, que vous vous êtes installé dans son appartement et que vous ne payez pas les loyers. C'est Julien Courbet. Voilà. Eh ben, salut, trou du cul. Au plaisir de te revoir. Bonjour messieurs. Voilà. C8 n'existe plus mais fait toujours parler d'elle à la suite d'une décision de l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de ne pas renouveler la fréquence TNT de la chaîne du groupe Canal+. Vous avez longtemps travaillé sur C8 avec Cyril Hanouna, la chaîne a fermé en début d'année. On ne vous a pas beaucoup entendu lors de cette fermeture qui a pourtant été applaudie par pas mal d'élus de la France Insoumise. Pourquoi vous étiez gêné aux entournures ? Raquel Garrido était présente sur le plateau de C Médiatique afin d'évoquer sa participation à l'émission Les Traîtres sur M6. Au cours de son interview, la femme politique a été invitée à réagir à la fermeture de C8. Elle qui s'est montrée plutôt discrète sur cette affaire.
L'émission Balance ton poste, qui a terminé en nœud de boudin parce qu'un des co-animateurs, donc Éric Nolot, que vous avez eu d'ailleurs la semaine dernière, est devenu zémourien. Pour rappel, l'ancienne députée a travaillé en tant que chroniqueuse de Cyril Hanouna dans l'émission Balance ton poste entre 2019 et 2021. Et depuis l'affaire Boyard, les relations sont devenues tendues. Je pense qu'il n'y ait pas de droit imprescriptible à être à la télévision. Il y a des chartes, il faut les respecter. Il a tué lui-même C8. Hein. C'est les émissions sur les animaux, les émissions William Lémergie, etc. Le chrono qui marchaient, est terminé. C'est quand même lui qui les a mis en danger. Hein. Raquel Garrido expliquait dans l'émission de M6 qu'il était hors de question pour elle d'accepter l'offre des traîtres, car elle était encore marquée par les accusations de trahison ayant émané de son camp politique après qu'elle a critiqué publiquement Jean-Luc Mélenchon fin 2023. Elle avait alors été mise en retrait du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale. Vous savez peut-être que récemment dans ma vie... Vous savez peut-être que dans ma vie personnelle politique, récemment, j'ai été accusée de trahison pour un engagement qui était vieux de 30 ans. Donc ça m'affecte. Moi, ça m'affecte d'être accusée. Lors de son passage dans l'émission On marche sur la tête, Francis Lalanne a vivement critiqué le président Emmanuel Macron. Il a affirmé que le chef de l'État cherchait à faire croire que la Russie attaquait la France, qualifiant cette posture de problème psychiatrique et accusant Macron d'être obsédé par la Russie. On a une personne qui, à mon avis, présente des troubles du comportement qui laissent penser à ce qu'on pourrait appeler aussi des troubles psychopathologiques, notamment une névrose obsessionnelle. Ces déclarations s'inscrivent dans une série de critiques virulentes formulée par Francis Lalanne à l'encontre du président Macron. Janvier 2021, il avait publié une tribune appelant l'armée à destituer le président, l'accusant de mener un coup d'État au nom de la pandémie. Et je tiens à m'expliquer. Francis, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire du président de la République qui présente des troubles pathologiques. Et ces troubles psychologiques, je les vois. C'est-à-dire qu'on a une personne qui, dans son discours, fait une névrose obsessionnelle sur la Russie. La France a récemment rappelé son ambassadeur en Algérie, Stéphane Romaté, et a annoncé l'expulsion de 12 agents diplomatiques algériens en poste en France. Cette décision intervient en réponse à l'expulsion par l'Algérie de 12 diplomates français suite à l'arrestation en France d'un agent consulaire algérien impliqué dans une affaire d'enlèvement d'un opposant au régime algérien. Donc, il est inacceptable, vraiment inadmissible, que la France soit un terrain de jeu pour les services algériens. Cette escalade diplomatique s'inscrit dans un contexte de tensions croissantes entre les deux pays. Parmi les points de friction récents figure le soutien de la France au plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental, que l'Algérie rejette fermement, ainsi que l'arrestation et la condamnation en Algérie de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal à 5 ans de prison. Écoutez, je prône la fermeté depuis des mois. Je l'ai d'abord prôné seul un peu dans le désert, ensuite le gouvernement en a fait sa ligne. J'ai toujours pensé qu'avec l'Algérie, nous devions poser un rapport de force, où en tout cas la France a été pour lui une sorte de bouc émissaire. Le gouvernement français a annoncé un effort budgétaire supplémentaire de 40 milliards d'euros pour l'année 2026 afin de ramener le déficit public à 4,6% du PIB contre 5,4% prévu en 2025. Cette mesure vise à respecter la trajectoire budgétaire fixée par la France pour se conformer progressivement aux critères européens. C'est des sujets qu'il faut effectivement regarder. Alors après, il y a aussi la question. Beaucoup de sujets à regarder, mais pas beaucoup à trancher. Non, mais moi je vais pas trancher. Il nous dit il y a des problèmes, et qui ne nous donne pas de solution. Je vais pas trancher là maintenant avec vous. Le ministre de l'économie, Éric Lombard, a qualifié cet effort de très considérable, soulignant l'urgence de la situation budgétaire. L'objectif est de ramener le déficit sous la barre des 3% d'ici 2029, conformément aux engagements européens. Ça concerne 147 personnes en France. Si vous taxez leur patrimoine à hauteur de 2%, vous rentrez à peu près 14 milliards d'euros par an. Si vous décidez de taxer les multinationales au regard du chiffre d'affaires qu'elles produisent en France, alors vous rentrez 25 à 26 milliards d'euros par an dans les caisses de l'État. 14 plus 26, si mes calculs sont bons, ça fait 40, non ? Le journal du dimanche a récemment publié un article intitulé « Fin de vie ». La franc-maçonnerie à l'œuvre pour faire adopter l'euthanasie. L'article met en lumière le rôle de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, fondée en 1980 et historiquement liée à la franc-maçonnerie, notamment au Grand Orient de France. Listen to those who stand by their ideas as us. Do not believe those who are fearful. L'article a suscité des réactions diverses.
Certains y voient une mise en lumière d'un lobby influent, tandis que d'autres dénoncent une tentative de stigmatisation de la franc-maçonnerie. Des critiques ont également été émises concernant le positionnement éditorial du JDD. La franc-maçonnerie, avec ce graphisme à l'œuvre pour faire adopter l'euthanasie, mais le graphisme, la franc-maçonnerie, c'est les années 30. C'est moche, c'est bête, on pourrait le dire autrement, hein. C'est bête, ça a tous les défauts de la Terre. Le journal du dimanche, je ne sais pas jusqu'où ils vont aller. Écarté de l'antenne de France 2 en 2019, où il présentait le plus grand cabaret du monde, Patrick Sébastien ne semble pas pardonner au groupe public d'avoir mis un terme aussi brutalement à leur collaboration de plus de 20 ans, au point même de refuser de faire une apparition pour fêter un événement très spécial. Ouais, ils n'ont pas besoin de moi, mais je n'ai pas besoin d'eux non plus. Hein. Ah non, oh que non. Ah, ils t'ont appelé, ouais. C'est des fous, hein. Oui, c'est des fous. L'émission en question était une soirée spéciale de Les Enfants de la télé. Sébastien a indiqué que l'appel de France 2, reçu le 1er avril, lui avait semblé être une mauvaise blague, renforçant son sentiment de malaise. Depuis son départ, Patrick Sébastien a poursuivi sa carrière en dehors du service public, notamment sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je voulais te dire un truc qui va t'amuser. Ils m'ont quand même viré comme une merde. Et là, il y a les enfants de la télé qui font les 50 ans de France 2. Ouais. Et ils m'ont appelé pour faire le prime. Ah ouais? Et je leur ai dit, mais... Élégant. Non, il me reste un peu d'honneur quand même. T'as raison. Non.